Voilà, donc dans cette partie, nous allons aborder les notions de base en algorithmique. Juste pour voir ici, quelle est la structure générale d'un algorithme quand vous l'écrivez, mais aussi quelles sont les différentes parties, quelles sont ses propriétés. Bien sûr, nous avons vu que pour l'essentiel, il y a des données qui sont à manipuler. Comment est-ce qu'on déclare les variables? Quels sont les types? Bon, quand on déclare quelque chose, il faut forcément un nom. Comment est-ce qu'on spécifie les types? Voilà, ce sont les notions-là, ces notions-là que nous allons voir. Comment aussi partir d'un problème concret pour arriver à la conceptualisation qui va produire un algorithme. Et peut-être au semestre 2, comment écrire le programme correspondant. Donc, c'est le contenu que nous allons voir aujourd'hui. Donc, les notions de base d'algorithmique. Ce sont des choses qui sont assez simples. Juste comment on va se décrire un algorithme, juste avec l'entête de corps et voilà. Le reste, la déclaration des variables. Ensuite, quels sont les types de base? Comment est-ce qu'on déclare des variables de manière très simple. Rien de compliqué. Voilà comment est-ce qu'on affecte une valeur à une variable et comment on utilise les expressions. C'est juste ce que nous allons voir dans cette partie. Donc, si vous avez déjà eu le nom de la vous pensez l'essentiel de la fonction. C'est le cas pour l'essentiel de la fonction. Pour les autres, il faut faire un effort. Bon, ne vous en faites pas. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des solutions que nous allons installer dans les téléphones portables qui vont permettre d'écrire des programmes après. Et tant que vous puissiez vous équiper. Voilà, donc quand vous allumez un ordinateur neuf que vous venez d'acheter, presque vous ne pouvez pas faire grand chose, à part aussi peut-être lancer le jeu solitaire, etc. Pour l'essentiel, si vous voulez utiliser un ordinateur, vous devez absolument y installer des programmes. Quand vous avez un ordinateur, sans l'installation de programmes, quasiment vous faites. Vous ne pouvez pas peut-être regarder des films, peut-être avec Media Player. Vous ne pouvez pas peut-être naviguer avec peut-être Internet Explorer. Il faut installer Google Chrome. Voilà. Donc l'essentiel que nous faisons quand nous avons un ordinateur neuf, c'est d'installer d'abord des programmes. Et ce sont ces programmes-là qui vont vous permettre d'utiliser l'ordinateur. C'est parce qu'un ordinateur, comme vous l'avez vu au collège, c'est deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie donc logicielle. Donc, une partie hardware et une partie software. Si vous avez du hardware sans software, ça ne fonctionne pas. Si vous avez du software sans hardware, vous ne l'exécuterez nulle part. Voilà. Donc, il y a la structure physique, c'est comme un être humain. On a la structure physique qui est la coquille là, voilà, qui est constituée par les muscles, etc. Mais dedans, si vous n'avez pas d'âme, ça ne marche pas. Peut-être là où sont les logiciels. Voilà, etc. Donc, pour faire fonctionner un ordinateur ou bien un téléphone portable, il faut y installer des programmes. Même quand vous avez un téléphone portable, le premier mécanisme, c'est d'aller dans Play Store ou bien dans App Store, selon que vous avez un iPhone ou bien un téléphone Android, et vous installez les logiciels. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Donc, un ordinateur, c'est le matériel, mais aussi un programme. Bon, par extension aussi, on a des ordinateurs de poche, un téléphone portable. Donc, qu'est-ce qu'un programme maintenant? Nous avons vu un programme. C'est une suite simplement d'instructions d'ordinateur. Maintenant, pour avoir ces suites d'instructions d'ordinateur, il faut partir d'un problème concret que l'on viendra vous poser. Bon, je veux un programme qui va me permettre de calculer voilà, le total des ventes de tickets au restaurant, etc. Voilà, juste un problème qui arrive. Maintenant, à partir du problème, il y a une phase de spécification et d'analyse des besoins que l'on par laquelle on passe, et entre parenthèses, là-bas, vous avez les métiers d'analyse et d'analyse, et de, bon, voilà, on les appelle des analystes, pas peut-être programme jusqu'à cette étape. Donc, le rôle de l'analyse, et c'est ce que nous allons faire avec l'algorithme, il faut rabattre le crochet là. Voilà, merci. Voilà, donc il y a une phase d'analyse qui va consister à analyser le problème concret du monde réel pour voir qu'est-ce que je peux sortir pour traduire ces besoins en besoins informatiques. Et là, pour l'algorithme, c'est juste ce que nous allons faire. Quand il y a un problème qui sera posé, il suffira de voir quelles sont les données d'entrée, quelles sont à la suite du traitement, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir, et pour obtenir ce que l'on obtient en sortie, qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, quelqu'un qui vient qui dit bon, je veux un programme qui va me permettre de calculer la somme de deux entités. Donc, pour cela, en entrée, il faut qu'il vous produise deux entités. Ensuite, qu'est-ce qu'il attend en sortie? C'est la somme. Donc, là, déjà, vous avez donc trois variables. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour partir de deux entités
et à la sortie avoir la somme. Ici, simplement, donc c'est le traitement x plus y par exemple, c'est l'identifiant des deux variables. Donc, une instruction, c'est simplement un ordre qui est compris par la machine. Voilà. Et peut-être cela sous-tend aussi l'utilisation d'un interpréteur ou bien aussi donc d'un compilateur. Donc, ce sont ces notions-là que nous allons voir. Voilà. Un ordre, c'est simplement une instruction que vous donnez à l'ordinateur. Et cette instruction-là aura donc la fonctionnalité de modifier l'environnement de l'ordinateur et en sortir, vous allez obtenir quelque chose. Maintenant, de manière fondamentale, quel que soit l'ordinateur que vous avez, il y a 4 catégories d'ordres qu'un ordinateur est capable de comprendre de base. Maintenant, l'ensemble des autres instructions ne sont que des combinaisons de ces instructions de base, de ces ordres-là. Donc, il y a l'affectation de variables. C'est juste prendre quelque chose qui peut mémoriser une valeur et y affecter une valeur qui sera mémorisée dedans. Donc, c'est ce que nous allons voir, par exemple, dans ce chapitre. Il y a aussi les instructions d'entrée et de sortie pour la saisie et l'affichage. La saisie va permettre de récupérer une valeur que l'utilisateur va fournir par l'intermédiaire du clavier. Par exemple, vous saisissez votre mot de passe. Dès que vous appuyez sur entrée, le mot de passe est mémorisé quelque part. Le login aussi est mémorisé quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les instructions d'entrée et de sortie. Donc, les instructions d'entrée passent par le clavier et les instructions de sortie passent par l'affichage par l'intermédiaire du clavier ou bien des véhicules de sortie. Ça, normalement, c'est le prochain chapitre que nous allons voir ensemble. Ensuite, vous avez aussi les tests. Quand on écrit un programme, à un moment donné, il y a une condition à poser et vous avez deux chemins à prendre. Par exemple, on vous demande de calculer la valeur absolue de x. Est-ce que vous pouvez calculer la valeur absolue d'un nombre sans pour autant se décider est-ce que le nombre est positif ou négatif? Voilà, parce que la seule méthode de correction, à un moment donné, il faut dire si AX est positif, alors voilà, c'est bon. Si X est négatif, voici la valeur absolue de X. Ça, c'est ce qu'on appelle les tests. Il existe deux catégories de tests. Il y a voilà, la structure conditionnelle C, que nous allons voir donc, dans le troisième chapitre, quatrième chapitre. Ensuite, vous avez aussi le branchement conditionnel, le switch, les cases que nous allons voir ensemble. Et enfin, quatrième catégorie d'ordre, donc l'ensemble des machines complexes, des machines quantiques, ce sont les boucles. Les boucles vont nous permettre de répéter une ou des instructions un certain nombre de fois, ou bien tant qu'une condition est vérifiée. Donc, là, cela décline quasiment le programme du premier semestre que nous allons voir. C'est juste voir comment est-ce qu'on donne des ordres de simples à l'ordinateur. Mais du point de vue algorithmique, dans un premier temps. Dans le cours de programmation, vous devrez débuter peut-être dans quelques semaines. Là, nous allons voir comment les implémenter en utilisant le langage C. Donc, pour l'analyse algorithmique, donc, il y a différentes phases quand vous voulez établir un algorithme. Ce sont aussi les différentes phases pour créer aussi un programme. Il y a différentes phases parce que de prime abord, à chaque fois que vous devez implémenter un programme, c'est qu'il y a un problème qui se pose et pour lequel il n'y a pas de solution. Et là, vous devez implémenter le programme qui va automatiser la résolution de ce problème. Un programme qui calcule le sinus x, ou bien un programme qui calcule, etc., qui diagonalise une matrice, etc. Donc, dans ce cas, il y a toujours un problème du monde réel. Mais il faut pouvoir traduire les spécifications que l'on va vous donner en besoin informatique. Et pour cela, on passe d'abord par la phase d'analyse et de spécification des besoins. Ça, c'est large. Cela dépasse même le cadre du cours d'algorithme. On le retrouve même dans les autres cours. Où on s'assied et on va analyser le problème qui a été posé pour essayer de le traduire en besoin informatique. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, dans un premier temps, il faut analyser le problème. Vous devez l'analyser pour voir. Surtout ici, nous allons voir un algorithme. Il suffit simplement de voir, pour l'algorithme que l'on vous demande d'écrire, ou bien le programme, quelles sont les données d'accueil. De quoi est-ce que j'ai besoin pour traiter le problème. Après, une fois le traitement effectué, qu'est-ce que je fournis en source? Et ensuite, quels sont les traitements que je vais utiliser pour la phase de traitement que nous allons voir en détail. Une fois que vous avez analysé le problème, on passe à la phase de conception. Où là, par exemple, on m'a demandé, quelqu'un est venu me solliciter pour écrire un programme qui va permettre de calculer la solution d'une équation du premier degré. Voilà, donc AX plus B égale à 0.
Donc, bon, de manière générale, je vais analyser le problème. Donc, il me résulte l'équation du premier degré. Donc, a priori, j'aurai besoin des deux données d'entrée qui vont décrire l'équation. Ensuite, une fois que j'ai les deux données d'entrée qui décrivent l'équation, qu'est-ce que je vais obtenir en sortie? C'est x, la valeur de x qui résout l'équation, qui est la solution de l'équation dans R, par exemple. Ensuite, je vais me dire maintenant, puisque j'ai identifié ce que l'utilisateur me donne, et que ce que je lui fournis en sortie, quel est le traitement que je dois faire pour résoudre ce problème? Et là, je dois réfléchir. Donc, dans un premier temps, il va me donner les deux valeurs. Donc, par exemple, on va dire de A et B. Si ça s'écrit sous la forme AX plus B égale à 0. Une fois cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir. Est-ce que le dénominateur, bon, normalement, la solution donc, universelle, c'est x égale à moins b sur a. Et je vais raisonner. Donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que je vais raisonner? Est-ce que a est nul? C'est un cas qu'il faut tenir en compte. Si a est nul, donc là, on dit qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, je vais dire, si b est nul, la solution est universelle. Donc, pour elle, est solution. Et ensuite, je vais dire que bon, dans tous les cas, la solution, c'est moins b sur a. Et là, on définit les traitements. Et là, il faut les aligner et les ordonner simplement. Et ensuite, une fois qu'on a décrit l'ensemble des étapes, on l'implémente sous forme d'algorithme. On traduit l'algorithme sous forme de programme en utilisant un langage de programmation, comme le langage C ou le langage Java ou PHP. Cela dépend du domaine d'application de l'algorithme. Et une fois ceci fait, on passe à la phase de test. Donc, à chaque fois qu'on écrit un programme, on prend le temps de le tester pour voir est-ce que le programme correspond à sa spécification de départ. Voilà. Est-ce que le programme répond au problème pour lequel il a été conçu. Donc, ce sont ces différentes étapes par lesquelles on passe pour donc, créer donc, un programme. Donc, en passant, bien sûr, par l'algorithme. Donc, il y a l'analyse du problème au départ. Toujours, on dit le problème pour voir. Surtout de manière générale, dans ce cours ici, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie et les traitements à faire. Une fois que vous les avez identifiés, vous passez à la phase de conception. Où là, vous devez écrire votre algorithme. Si c'est dans d'autres cours, on modélise la base de données, on modélise les entités, etc. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez décrit l'ensemble des étapes, vous allez passer à la phase de développement. Vous ne faites que traduire l'algorithme en utilisant un langage de programmation. Il faut ceci. Donc, vous avez votre programme, vous obtenez votre exécutant. Vous passez à la phase de test pour vérifier donc l'exactitude de la correspondance entre les données d'entrée et les données de sortie, des traitements. Donc, il existe plusieurs types de tests. Il y a ce qu'on appelle, que vous verrez dans votre site, des tests en boîte noire, des tests en boîte blanche, des tests unitaires, que vous aurez l'occasion de voir. Bon. Là-bas, dans la quatrième partie, vous avez le métier de testeur en informatique. Donc, leur rôle, c'est de tester des logiciels pour voir est-ce que le logiciel est valide et vérifié. Ce sont des notions que vous verrez dans d'autres cours. Dans la troisième partie, vous avez les développeurs qui interviennent dans le développement. Dans les premières parties, donc, vous avez les analystes. C'est leur rôle. Leur rôle, c'est de traduire simplement des besoins du monde réel en besoins informatiques. L'utilisateur, la personne de base qui n'est pas informaticien, ne parle pas le langage informatique. Il ne pourra pas vous exprimer les besoins en besoins informatiques. Mais c'est une fois qu'il vous expose le problème, en tant que donc, acteur du monde informatique, vous pourrez voir comment ces besoins-là, je pourrais les traduire en besoins informatiques. De quoi? De quelles données j'aurai besoin? Est-ce qu'il me faudra un serveur? Est-ce qu'il me faudra un calculateur? Est-ce qu'il me faut une certaine configuration de réseau ou d'ordinateur? Mais ici, il y a trois questions qu'il faut se poser essentiellement pour la conception d'un algo. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin comme données d'entrée? Qu'est-ce que je dois fournir comme données de sortie, etc. Une fois que vous vous posez l'ensemble de ces questions, que vous avez identifié vos données d'entrée, vos données de sortie et les différents traitements que vous avez à effectuer, on conçoit l'algorithme maintenant, dans la deuxième phase. Voilà. On va voir maintenant pour proposer une solution universelle à ce problème. Donc, avec quoi je dois le faire et comment. Donc, des questions qui vont vous permettre de conceptualiser votre algorithme. Donc, pour un algorithme, nous avons vu pour la faire, donc c'est simplement une suite qui permet donc de résoudre un problème. Donc, presque même voilà, chose donc qu'un programme. Donc, voilà.
suite d'opérations ou d'instructions qui permet de résoudre un problème particulier. Donc, un nom qui vient du nom d'un savant arabe, Al-Khwarizmi, du 9e siècle. Et l'algorithmique, c'est simplement la science qui conceptualise les algorithmes. Donc, pour la liaison entre les trois là, on en avait parlé la dernière fois, l'algorithmique, c'est la science pour concevoir des algorithmes. Par exemple, là, nous faisons un cours d'algorithmique. Voilà. Où là, on va voir de manière générale comment est-ce qu'on conçoit les algorithmes. Un algorithme, c'est une suite d'instructions. On va voir en détail comment se composer, etc. Qui permet donc de conceptualiser donc, la résolution de problèmes, qui permettra d'arriver à un but défini. Ensuite, le programme, c'est la traduction de l'algorithme en utilisant un langage de programmation. Et la programmation, naturellement, c'est la science, Wolfram, etc., pour écrire des programmes. Oui. Oui. Bon, oui, on peut les dire que c'est la même chose. Mais on dit, le terme le plus exact, c'est langage de programmation. Mais des fois aussi, quand les gens disent langage informatique, de manière amusante, cela couvre aussi les langages de programmation. Mais le langage informatique est beaucoup plus large. Cela couvre aussi les termes que les informaticiens utilisent. Le langage en langage informatique. Mais les langages de programmation sont des langages informatiques. Et quand on parle de langage de programmation, ce sont des langages pour écrire des programmes. Mais quand on parle de langage informatique, c'est beaucoup plus large. Maintenant, il y a des langages de programmation. Donc, les langages de programmation, comme exemple, vous avez le langage C que nous allons voir dans le cours de programmation. Donc, pour un algorithme, il y a trois propriétés qu'il faut vérifier. Donc, peut-être au départ, on ne va pas vous casser la tête avec ces problèmes-là. Donc, un algorithme, quand vous l'écrivez, il doit être précis. Un algorithme est précis. Il faut forcément plusieurs étapes, mais l'ordre est important de l'ensemble de ces étapes-là. Et l'ordre doit apparaître dans l'écriture de l'algorithme. Et quand nous utiliserons le pseudo-proc, ou bien même les box, les organigrammes, les logigrammes, vous allez voir qu'il y a une manière structurée où l'on part du haut vers le bas et qui décrit l'ensemble des étapes. Il faut franchir pour arriver donc à la solution. Donc, il faut aussi que l'algorithme puisse bien spécifier, puisqu'il y a un certain nombre d'actions, à quel moment il faut arrêter une ou des actions déterminées. Par exemple, ici, nous allons voir, on détermine qu'une action se termine en mettant simplement un point virgule à la fin de deux lignes, de certaines lignes. Bon, il y a des lignes où on ne met pas de point. Par exemple, après début ou après fin, vous allez voir, on ne met pas de point. Ensuite, à quel moment il faut commencer une autre action et comment choisir donc entre les différentes possibilités. Là, on utilise les tests. Ensuite, on vous dit aussi qu'un algorithme doit être déterministe, c'est-à-dire simplement que vous avez une suite d'exécution à partir des mêmes données qui doit aussi produire donc des résultats identiques. Mais vous ne pouvez pas utiliser l'algorithme, l'exécuter avec les mêmes données. Cette fois-ci, l'exécuter avec les mêmes données pour une deuxième fois pour des résultats différents, ce n'est pas possible. Quand vous utilisez votre calculatrice, à chaque fois que vous lui demandez de calculer 2 plus 2, il vous donnera toujours 4. Votre calculatrice ne vous a en principe jamais donné un autre chiffre que 4. Ça en fait 2 plus 2. Donc, enfin, l'algorithme ou le programme, c'est aussi relatif aussi au programme, doit finir dans le temps et aussi être productif. Donc, il faut que l'exécution puisse s'arrêter au bout d'un temps fini en fournissant le résultat escompté. Et là, vous verrez en programmation, on a les classes de problèmes que l'on ne sait pas résoudre en un temps polynomial. C'est-à-dire que c'est des programmes, quand vous les lancez, ça s'applique à l'infini. Vous n'avez pas la solution dans 2 secondes, une semaine, un mois, une année, un siècle. Donc, ce sont les trois propriétés d'un algorithme. Un algorithme doit être précis, déterministe, et doit finir dans le temps et être productif. Voilà. Donc, pour l'écriture d'un algorithme, donc l'algorithme, pour revenir à différentes questions que j'ai eues la dernière fois, l'algorithme est obtenu à l'issue de la phase d'analyse du problème de la vie réelle, ou bien
de l'énoncé brut d'un problème qui vient du monde réel. Qu'un client ou voilà, qui est venu déposer. Donc, voilà. Donc, l'analyse va permettre de trouver un énoncé, donc moins complexe et beaucoup plus précis que peut-être le langage naturel que l'utilisateur utilise pour vous spécifier le problème qu'il rencontre. Donc, et ensuite, vous avez la programmation, ou le programme qui est simplement la traduction de l'algorithme en utilisant un langage de programmation. Et la machine permettra d'utiliser le programme. Le programme sera traduit en langage machine en utilisant un interpréteur ou bien un compilateur. Donc, pour la structure générale d'un algorithme, donc, quand vous écrivez un algorithme, vous avez au moins, en général, 3 parties. Donc, vous avez l'entête, vous avez la déclaration des variables et voilà le corps de l'algorithme. Donc, l'entête va simplement permettre donc de déclarer le nom de l'algorithme. C'est uniquement son rôle. On écrit toujours algorithme, ensuite vous mettez le nom de l'algorithme. Algorithme somme de deux entiers, algorithme aller au resto, etc. Donc l'entête permet d'identifier tout simplement l'algorithme. Donc là, il faut lui donner un nom. Vous concevez votre algorithme, vous allez dire quel est le nom de l'algorithme. Et c'est pourquoi on parle, si vous dites des algorithmes dupliquants, vous ne connaissez pas. Bon, vous avez déjà utilisé des algorithmes. Peut-être qu'on n'a pas mis le terme algorithme devant. Bon. Mais il y a des algorithmes célèbres, des algorithmes de clips, des algorithmes, bon, il y en a des sortes d'algorithmes qui sont très célèbres et qui actuellement résolvent beaucoup de problèmes. Donc, on met toujours au niveau de l'entête algorithme, le nom de l'algorithme. Je le dis aux étudiants. Même si vous ne savez pas que c'est, écrivez algorithme, le nom de l'algorithme, début fin. Vous ne pouvez pas avoir un algorithme sans ces trois-là. Donc, on a algorithme, c'est ce que vous avez ici. Ensuite, le nom de l'algorithme. Là, c'est l'entête. Et une fois que vous avez déclaré votre algorithme, dans la phase d'analyse des besoins, d'analyse, normalement, vous avez déjà identifié vos variables d'entrée et vos variables de sortie. Et ces variables-là, on les déclare. C'est ce que nous allons voir après, comment est-ce qu'on déclare des variables. Et donc, c'est la deuxième partie qui va venir, que l'on appelle aussi la partie déclarative, qui va vous permettre de déclarer les constantes. Est-ce que vous utilisez puis les constantes, G, etc., les constantes que vous connaissez. Et les constantes, on les déclare ainsi, nous allons voir en détail tout à l'heure. On écrit simplement constante, ou bien bon, le diminutif const, mais on va écrire dans le cours constante, comme ça c'est clair. Ensuite, on met l'identificateur et on affecte la valeur de la constante, une bonne fois pour toutes. Et on va l'utiliser comme une constante dans le programme ou dans l'algorithme. Ensuite, vous avez la déclaration des variables, s'il y en a, donc vous les déclarez. Ensuite, les structures que nous allons voir dans le cours de programmation, qui sont d'autres types de variables beaucoup plus complexes. Il y a les structures, les unions, etc. Ensuite, des fois, vous avez des algorithmes qui sont super longs. Bon, l'algorithme ne doit pas être très long. Souvent, on le décompose en sous-algorithmes. C'est la partie qui va venir donc avec les fonctions et les procédures que nous allons voir dans le cours de semestre 2. Et enfin, vous avez le corps de l'algorithme, où là, vous allez réellement décrire le traitement que l'algorithme effectue. Et le corps de l'algorithme est toujours délimité par le mot début et le mot fin. Certains rajoutent fin algorithme, voilà, mais ce n'est pas important. Donc, pour les S là et autres, bon, on n'est pas dans un cours d'orthographe et de grammaire. Vous mettez S ou pas, ce n'est pas l'essentiel ici. Et d'écrire les mots. Donc, pour le corps, il contient les instructions. Donc, c'est la partie traitement. Parce que dans le corps, vous avez, ou bien dans un algorithme, vous avez toujours les trois phases. Donc, pré-traitement, traitement et affichage des résultats que nous allons voir. Et donc, le corps ici décrit la partie traitement et souvent affichage des résultats. Lorsqu'on écrit aussi un algorithme, mais aussi un programme, souvent on le commente. Le commentaire, c'est une ligne qui n'est pas une instruction, mais qui explique simplement ce que l'on fait. C'est juste, on les met entre parenthèses étoile, en programmation slash étoile, et à la fin, étoile slash. Donc, nous aurons l'occasion de les revoir dans le cours. Donc, il y a deux types de représentation d'un algorithme. Il y a la représentation schématique que peut-être ceux qui viennent des séries techniques ont déjà vu, en série F et E, que l'on appelle aussi organigramme ou bien logigramme.
Donc, nous allons voir. Il y a une deuxième description qui utilise le pseudocode, qui utilise un langage qui est quasiment naturel et qui décrit l'algorithme avec donc, un certain nombre de lignes et des termes qui sont proches du langage humain. Donc, on l'appelle aussi pseudocode ou bien LDA ou langage de définition, donc de description d'algorithme. LDA. Donc, pour les organigrammes, donc, il y a une norme qui est cette norme-là pour dire que c'est normalisé. Et chaque forme signifie quelque chose. Vous avez par exemple les losanges, voilà, qui permettent de décrire des conditions. Vous avez donc les, voilà, trucs de rectangle, bon, comment on l'appelle, parallélogramme, qui permettent de décrire des étapes, etc. Bon, nous n'allons pas les utiliser. Ça, ceux qui ont fait les séries techniques, les ont normalement utilisées. Ou bien ça se faisait dans le temps, parce que les programmes changent tout le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle des organigrammes. Voilà. Donc, vous avez un ensemble de symboles et chaque symbole signifie quelque chose. Et cela représente donc une visualisation, mais voilà. Donc, que nous n'allons pas utiliser dans le cadre du cours. Voilà. Donc, vous avez un exemple ici, d'organigramme ici. Vous avez un algorithme d'un problème que quelqu'un pose. Il dit par exemple ici, si quelqu'un franchit la porte ou une fenêtre de la maison, et si l'alarme est activée à ce moment-là, l'alarme sonore se déclenche. Ensuite, dans les spécifications, on vous dit que l'alarme s'arrête lorsque l'on désactive le système d'alarme. Donc là, c'est la spécification. C'est-à-dire, voilà ce que l'utilisateur dit. Et maintenant, ceci, vous devez le traduire donc en besoin informatique. Voilà, vous devez le traduire en organigramme. Donc pour cela, donc vous avez l'organigramme qui est là. Donc je vais mettre le zoom. Voilà, où vous avez le début qui marque donc le début de l'algorithme. Ensuite, voilà ce que dit la spécification. Si quelqu'un franchit la porte ou une fenêtre, là on pose donc une condition. Est-ce que la porte a été franchie? Non ou oui, il n'y a que deux possibilités. Si la porte a été franchie, oui, on passe par là. Sinon, on regarde, est-ce que la fenêtre a été franchie? Si la fenêtre a été franchie, donc on regarde, est-ce que l'alarme est activée? Si l'alarme n'est pas activée, on retourne ici, parce que dans ce cas, on ne déclenche pas l'alarme. Si la porte donc n'a pas été franchie, on regarde si la fenêtre a été franchie. Si la fenêtre n'a pas été franchie, on retourne à l'état initial, on attend. Ça, cela vous donne aussi une idée de l'écriture des différentes étapes d'un algorithme. Ensuite, on regarde, toujours selon la spécification, si l'alarme est activée. Si l'alarme n'est pas activée, on retourne à l'état initial, on ne déclenche pas l'alarme. Sinon, si l'alarme est activée, on déclenche l'alarme jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée. Voilà. Donc c'est comme ça. On étudie juste le problème pour voir quelles sont les différentes actions. Maintenant, pour chaque action, de quelle durée j'ai besoin. Voilà, pour me décider ou bien pour faire le traitement qui est associé. Donc là, vous avez un exemple d'organigramme ou bien de logigramme qui montre le fonctionnement donc, du système automatique donc, pour déclencher l'alarme. Donc de l'autre côté, vous avez le pseudocode que nous allons utiliser dans le cours, qui aussi est appelé langage donc, de description d'algorithme, voilà, qui donc est une suite voilà, d'instructions qui vont permettre de décrire donc, un algorithme donc, en langage qui est presque naturel, en utilisant des termes comme variable, comme si, voilà, etc. Et qui aussi presque reprend la forme générale que nous allons retrouver en programmation. Donc, que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours. Donc, voici un exemple d'algorithme qui résout une équation du second degré, qui me semblait tout vite. Mais bon, c'est un algorithme qui est assez simple, que nous allons voir. Donc ici, vous avez la forme générale, si vous vous souvenez, algorithme, l'entête, qui déclare le nom de l'algorithme, qui se nomme solution équation du second degré. Ensuite, vous avez la partie déclarative avec la déclaration des variables. Vous avez plusieurs variables qui sont déclarées. Bon, pour résoudre une équation du second degré qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, j'ai besoin de comme donner d'entrée la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. En sortie, je dois produire soit x0, x1 ou x2. Donc, j'ai trois autres variables. Il y a une variable que je ne peux ne pas utiliser, c'est delta.
Si je ne connais pas delta, je ne peux pas déterminer la solution. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez, ces variables ont été déclarées. A, B, C, delta, X1, X2. Donc, qui sont aussi de quel type? Réel. Voilà. Ensuite, on récupère ici. Nous allons voir dans le prochain chapitre cette instruction. Lire, ça va permettre de récupérer les valeurs de A, B et C que l'utilisateur va saisir par l'intermédiaire du clavier. Donc là, nous y reviendrons. Donc là, pour la phase de traitement. Ensuite, on calcule delta égale B au carré moins 4 fois A fois C. Et ensuite, on raisonne. Et si delta est négatif, alors on affiche que le trinôme n'a pas de racine réelle. Sinon, si delta est positif, on calcule x1, x et x2 que l'on affiche. Bon, si delta n'est pas positif, alors dans ce cas, cela veut ni aussi négatif, cela veut dire que forcément que delta est nul. Et là, on calcule donc la solution unique que l'on affiche. Donc là, vous avez un exemple d'algorithme. Bon, nous allons en écrire des dizaines en principe dans ce semaine. Et vous avez un autre algorithme ici. Voilà. Oui? Oui? Racine. Ça dépend. Qu'est-ce que tu utilises? Un langage de programmation ou qu'est-ce que tu utilises? Hein? Ça dépend. Bon, si vous utilisez un langage de programmation, il y a des termes de la librairie qui sont équivalents à racine. C'est par exemple un langage SQRT. Nous allons voir. Mais je ne sais pas bon. Qu'est-ce que tu appelles si la... Parce que la machine normalement ne connaît pas les algorithmes. Il ne peut pas les comprendre. À moins que vous utilisez des systèmes comme AlgoBox, etc. Et là-bas, il y a des équivalents pour utiliser donc la racine carrée. Donc, ça, ne vous en faites pas. Nous allons voir ces aspects-là. Peut-être d'ici une semaine ou 2 semaines. Dès que nous allons voir les instructions d'entrée-sortie, nous allons commencer à travailler avec AlgoBox. Bon, AlgoBox, je pense que vous pouvez aussi l'installer sur votre téléphone portable. Donc, nous y reviendrons. Donc là, vous avez un autre algorithme qui élève donc une valeur qui est reçue au carré. Donc là, vous avez donc les commentaires. Bon, j'ai mis des accolades, peut-être parenthèse, étoile. Bon, vous avez plusieurs spécifications pour les commentaires. Certains mettent double quote ouvrant, double quote fermant, comme une phrase. D'autres accolades ouvrant, accolade fermant. D'autres parenthèse, étoile, etc. Donc, plusieurs options possibles. Donc là, vous avez une indication qui dit que cet algorithme calcule le carré du nombre que lui fournit l'utilisateur. Ensuite, la déclaration des variables pour la partie déclarative. Ensuite, la partie corps de l'algorithme avec 3 étapes. La préparation du traitement, où là, on récupère les données que l'utilisateur doit fournir pour le traitement. Ensuite, on passe à la phase de traitement et présentation du résultat. Et de manière générale, à chaque fois que vous avez à écrire le corps d'un algorithme, il y a toujours ces 3 étapes. Pré-traitement, traitement et affichage des résultats. Bon, peut-être dans cette partie-là, nous allons ignorer la dernière partie. Pour le moment, nous ne savons pas utiliser les instructions lire et afficher. Mais vous avez toujours la phase de pré-traitement où là, vous allez soit affecter des valeurs arbitraires aux variables ou bien demander à l'utilisateur de fournir les valeurs. Et ensuite, vous avez la phase de traitement qui consistera à faire exactement ce que l'on vous demande de faire. Oui. Ce sont les commentaires. Ce sont des phrases que l'on a insérées juste pour expliquer ce que l'on fait. Ce sont des indications, mais ce ne sont pas des instructions que l'on exécute. Par exemple, vous avez là, pour la première partie là, en rouge, où on a écrit cet algorithme calcule le carré du nombre que lui fournit l'utilisateur. Ce sont des indications, quand on écrit un algorithme à l'endroit des autres programmeurs ou ceux qui vont lire votre algorithme, juste pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez à cela? On les appelle aussi des commentaires. Donc, ce sont des commentaires que vous rajoutez. Bon, ils ne sont pas obligatoires. On les met juste comme, voilà, pour indiquer quel est le sens de ce que l'on fait au niveau de l'algorithme que l'on écrit. Donc, pour le corps d'un algorithme, pour les étapes, donc il y a la phase de préparation du traitement, que l'on appelle aussi la phase de pré-traitement, où là vous devez donc récupérer ou mettre les données qui sont nécessaires au traitement. Le traitement fait exactement
ce que l'algorithme est censé faire. Et enfin, vous avez la phase d'édition des résultats qui va afficher sur l'écran, voilà, les résultats qui sont obtenus à l'issue de l'exécution de l'algorithme. Donc, ce sont les différentes phases que vous avez à chaque fois que vous devez écrire le code d'un algorithme. Donc, voici un exemple pour ces différentes phases et qui revient aussi sur l'analyse d'un problème informatique. Oui? 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 Oui, pré-traitement, traitement et édition des résultats. Édition des résultats. Édition des résultats. Maintenant, l'édition des résultats, pour le moment, bon, cela consiste à afficher les résultats sur l'écran. Mais là, il faut connaître les instructions qui vont permettre d'afficher sur l'écran. Donc, pour les premiers algorithmes que nous allons écrire, nous allons uniquement nous limiter aux deux premières voilà, parties. Donc, voici un exemple où là, on vous demande d'écrire, par exemple, si on vous donne la spécification, il demande d'écrire un algorithme qui permet de déclarer deux variables de type réel et de calculer leur somme produit et moyenne. Donc, comme nous l'avons vu, pour la phase d'analyse ici, vous devez regarder donc quelles sont les données d'entrée dont vous aurez besoin pour traiter ce problème. Donc, si je lis ici la spécification, on va dire déclarer deux variables de type réel. Donc, j'aurai besoin de deux variables de type réel comme données d'entrée. Voilà. Ensuite, à partir de ces deux variables, comme traitement, je dois pouvoir calculer la somme, le produit et la moyenne de ces deux variables. Donc, cela me permet de dire qu'en entrée, j'aurai besoin de deux variables x et y, ou bien deux données de type réel x et y. Donc, là, qui contiennent des données. Ça peut être n'importe quelle valeur. Là aussi, quand on conçoit un algorithme, on le conçoit de manière générale. Pas pour écrire un programme qui calcule seulement 1 plus 1 ou 2 plus 2 ou 3 plus 5. Mais on le conceptualise. Quelle est la démarche universelle pour calculer la somme de deux réels que l'utilisateur va vous fournir? Donc, il me faut par exemple un réel x, il me faut un réel y. Et si j'ai un réel x et un réel y, la somme, c'est pour une x plus y. Le produit x par y. Et la moyenne, x plus y plus 2 ou bien la somme plus 2. Ça ne change pas. Et une fois que vous avez, là, cela permet d'identifier que comme données d'entrée, j'aurai besoin d'un réel x et d'un réel y. Si l'utilisateur ne me fournit pas les deux valeurs pour lesquelles il veut avoir les sommes produits, je ne pourrai pas faire le traitement. Et donc, il va fournir un entrée x, ensuite un réel y, et à partir de cela, bon, la couleur blanche cause la couleur. Vous avez donc le traitement qui va permettre d'obtenir comme valeur de fx plus y, p x par y, et moins s divisé par 2. Et en sortie, avec l'édition des résultats, vous avez la somme de produit et la moyenne que vous avez. Donc, à chaque fois que l'on vous donne une spécification, ce que vous devez commencer par faire, c'est identifier les données d'entrée et les données de sortie. Qu'est-ce que l'utilisateur vous donne pour faire le traitement et qu'est-ce que vous voulez donner en sortie. Par exemple, algorithme général qui permet de consulter vos mails. En entrée, vous devez forcément fournir votre login et votre mot de passe, sinon ça ne passe pas. Et en sortie, qu'est-ce qu'on attend? C'est la liste des mails. Oui, peut-être une interface avec des actions. Et entre les données d'entrée et les données de sortie, vous avez un ensemble de traitements qui sont effectués. On vérifie est-ce que le menu correspond au mot de passe, est-ce que vous avez des mails, etc. Et donc ici, la phase de traitement consiste simplement à calculer les valeurs des données de sortie. Maintenant, il se peut que dans un problème, que l'on ait des sous-problèmes à traiter. Par exemple, bon, quand on demande de calculer le volume d'un cylindre, forcément, bon, il va vous fournir le rayon de la surface de base et la hauteur. Maintenant, même si on ne vous le demande pas, vous devrez absolument calculer la surface de base. Sinon, aussi, ça ne passe pas. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes aussi au niveau de sous-étapes au niveau de la phase de traitement. Et voilà. Donc, tout tourne autour de la notion de variable. Donc, depuis le début, je l'ai répété avec des variables comme des valeurs.
Donc là, nous allons enfin parler de la notion de variable et comment est-ce qu'on déclare des variables, comment est-ce qu'on stocke des valeurs dans les variables, comment est-ce qu'on construit des expressions. Donc, une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, c'est simplement donc une entité qui sert à stocker la valeur d'une donnée. Donc, il sert à mémoriser une donnée. Une donnée ici peut être qualitative, quantitative, etc. Mais une donnée, c'est soit un réel, ou bien une donnée peut être un entier, du texte, etc. Et toutes les autres formes que l'on obtient en combinant ces types de base. Mais retenez qu'une variable, c'est simplement un emplacement dans la mémoire qui permet de mémoriser la valeur d'une donnée. Et maintenant, étant donné que cette valeur mémorisée peut changer, c'est pourquoi on l'appelle variable. La variable peut mémoriser 2, ensuite 10, ensuite 400, etc. etc. Donc, c'est une notion qui est essentielle. Et vous n'allez pas vous départir des variables quand vous ferez de l'informatique. Donc, une variable, c'est simplement donc une entité ou bien un objet qui permet de mémoriser la valeur d'une donnée. Mais ici, dans le cadre informatique, c'est un emplacement mémoire qui permet de mémoriser la valeur d'une donnée. Et le nom de la variable, comme nous allons voir, c'est simplement le nom de l'emplacement. C'est comme indiqué ici, la variable est comme un saut, c'est un fois, etc. Mais qui permet de mémoriser la valeur d'une donnée. Et à chaque fois que vous voulez mémoriser quelque chose, vous pouvez le mettre dans la variable, mais aussi quand vous voulez récupérer la valeur, vous pouvez récupérer le contenu qui est au niveau de la variable. Donc, un emplacement mémoire qui sert à mémoriser la valeur d'une donnée. Et donc, par conséquent, quand vous allez dans les données, vous pouvez récupérer la valeur de la donnée. Par exemple, tout à l'heure, on avait trois variables, x, y, sauf, bon, plus vraiment. On avait x, y, s, p et m pour la moyenne, somme et produit. Donc, attention toutefois, les variables, vous devez absolument toutes les déclarer avant de les utiliser. Que ce soit en algorithme ou bien en programmation. Vous ne pouvez pas utiliser une variable sans l'avoir déclarée au préalable. Sinon, ça marche. Et la déclaration va permettre de lui spécifier un nom, mais aussi un type. Si une variable n'a ni nom ni type, on ne peut pas l'utiliser. La variable n'existe pas. Chez les êtres humains, c'est comme le baptême. On peut plus vous donner un nom. On sait que désormais, on vous appelle tel. Oui. Oui. Bon, le nom de la variable, vous le choisissez. Bon, ça dépend aussi du problème. Normalement, vous pouvez nommer votre variable comme vous le voulez. Mais il y a des règles. C'est ce que nous allons voir dans la diapositive suivante. Il y a des noms qui sont utilisés dans le langage ou bien en algorithme. Vous n'avez pas le droit de les utiliser comme nom de variable. Par exemple, vous n'avez jamais vu dans les noms là que nous utilisons dans nos langues. C'est rare que vous ayez quelqu'un qui porte des noms pareils. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se nomme Table Gaël, Chaise Blou, 80 mois par C'est la même chose. Ici, par exemple, vous avez le mot variable qui est utilisé. Vous ne pouvez pas avoir une variable qui se nomme variable. Sinon, vous allez tomber dans l'autre, là, on s'appelle dans les trucs grecs là, où vous dites je me nomme personne. C'est qui veut dire on s'appelle encore. Dans les tragédies grecques là. Oui. Je parle. Bon, on les appelle les variables d'entrée. C'est-à-dire les variables qui portent les valeurs que l'utilisateur va fournir dans l'entrée. Et S, c'est une variable de sorte. Mais, de manière générale, ce sont des variables. Bon, booléen, c'est un type. Pas une variable. C'est un type. C'est le type. Voilà. Comme un ensemble. C'est comme R ou les réels ou les naturels. On va voir, nous verrons ça. Maintenant, pour le choix des noms, attention. Les noms des variables, quand vous choisissez un nom de variable, c'est soumis à un certain nombre de règles que vous devez respecter. Et ces règles-là, on les retrouve aussi en programmation. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Voilà, et ne le faites pas. On vous dit, première règle, un nom de variable doit toujours commencer par une lettre alphabétique, c'est-à-dire une lettre de A jusqu'à Z.
Vous ne pouvez pas déclarer un nom de variable qui commence par un chiffre. Ça ne passe ni en algorithme ni en programmation. Donc, toujours, peu importe, majuscule ou minuscule, mais le nom d'une variable doit commencer par une lettre alphabétique. A jusqu'à Z. Vous mettez ça vous voulez. Par exemple, ici, on peut nommer une variable A1, mais vous ne pouvez pas déclarer une variable qui se nomme A. Ça, c'est pas possible. Deuxième règle, un nom de variable doit être constitué des lettres et des chiffres. Mais, donc, la première lettre doit être alphabétique. Mais dans les noms de variables, ne mettez pas de caractère d'expression. On ne déclare pas un nom de variable en mettant un dièse, ou bien un point d'interrogation dedans, ou bien etc. Dans un nom de variable, vous n'avez que les caractères de A jusqu'à Z, les lettres de 1 jusqu'à 9, et peut-être le caractère de soulignement, underscore, et que vous appelez le tiré du bas. On l'appelle aussi underscore. Donc, il faut éviter les caractères de ponctuation. Même si dans l'énoncé, on vous demande de déclarer une variable pour calculer l'âge d'une personne, écrivez déclarer la variable âge en ne mettant pas accent circonflexe sur le A. Donc, évitez les deux accents, etc. Il faut éviter. Donc, ici, par exemple, vous avez ces noms de variables qui sont voilà, bien déclarés par 2019, c'est bon, parce qu'ici, il n'y a pas d'espace. Dans les noms de variables aussi, on ne met pas d'espace. Pas d'espace. Donc, ici, vous voyez, c'est collé par 2019-2020. Et à la place de là où vous souhaitez séparer, vous mettez un sport depuis le départ. Et là, vous avez var 2020. Mais là, regardez, quand vous écrivez var espace 2002, ça, c'est pas correct. C'est parce qu'il y a un espace entre les deux. Quand vous mettez aussi le tiré du milieu, là, ce n'est pas un bon nom de variable. Parce que ici, vous ne pouvez pas utiliser ce caractère. Var point virgule 2019, là, il ne s'agit pas de variable. Le nom qui est correct. Ensuite, il faut aussi utiliser des noms de variables qui sont différents des termes qui sont utilisés dans le langage, soit en pseudocode ou bien en langage de programmation. Par exemple, en langage C, il y a des noms comme float, main, switch, for, while. Vous ne pouvez pas les utiliser. En algorithmique aussi, vous ne pouvez pas déclarer une variable qui se nomme algorithme, ou bien qui se nomme début, ou bien fin, ou variable. Vous ne pouvez pas. Etc. Il y a d'autres termes que nous allons voir en pseudocode. Pour la longueur aussi des noms, il faut mettre des longueurs de noms qui sont raisonnables. Voilà, 10 caractères, bon, ça dépend. Mais des noms qui font 100 caractères, 200 caractères. Ça va vous fatiguer au niveau de l'écriture de l'algorithme. Donc, pour la lisibilité du code, pour revenir à sa question de tout à l'heure, les noms des variables doivent être contextuels. Par exemple, tout à l'heure, quand on va demander dans la spécification de décrire un programme qui, à partir de deux réels fournis en calcule la somme produit et moyenne. Puisque c'est la somme produit et moyenne, donc automatiquement, donc moi j'ai appelé la variable qui permet de calculer la somme S comme première lettre de somme, P comme produit et M comme moyenne. Et ça va permettre à celui qui n'a pas écrit l'algorithme de bien comprendre votre algorithme sans pour autant se casser la tête. Mais si vous mettez des noms qui sont assez voilà, déconnectés du contexte, l'algorithme va être difficile à comprendre. Mais rien n'empêche que vous déclarez, par exemple, pour la variable qui permet de calculer la somme, vous mettez par le grille ou l'autre. Ça passe. Mais attention, ça, ce n'est pas conseil. Donc, par exemple, ici, si vous avez un algorithme qui calcule le total des ventes en 2021, on donne simplement la variable dans le vente 2021. Les prix TTC, toute taxe comprise, prix underscore TTC, prix hors taxe aussi, prix underscore acheté. Maintenant, dans l'écriture du pseudocode, nous allons respecter ces règles-là. Et dans les algorithmes que vous allez écrire aussi, c'est juste ces règles-là que l'on va vérifier. Est-ce que vous les avez respectées? Au niveau donc des évaluations. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure, une variable est caractérisée par deux choses. Voilà. Une variable a toujours un nom. Nous avons vu comment est-ce qu'on déclare les noms. Mais une variable est caractérisée par son type. Parce que c'est le type qui détermine ce que la variable peut faire comme nature ou bien ce qu'on peut faire sur la variable. Donc, pour les types,
soit la variable, c'est juste pour dire qu'est-ce que la variable peut produire. Est-ce que ce sont des réels ou bien des entiers? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que ce sont des variables booléennes, voilà, des valeurs booléennes, vrai ou faux, etc. Donc, pour les types, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les types numériques, le type numérique. Le type numérique est composé de deux sous-types. Donc, quand on dit qu'un type est numérique, c'est soit un entier ou bien un réel. C'est ce qu'on va juste considérer. Maintenant, ces types-là peuvent être étendus aux autres types comme vous connaissez. Mais il faut juste ici dire que quand on dit qu'une variable est de type numérique, c'est qu'il faut soit mémoriser un entier ou bien un réel. Et là, il faut le préciser. Donc, soit M ou bien R. Donc, vous avez aussi plusieurs sous-types dans les types réels, les bytes, les bytes pour entier long, réel, simple précision, réel, double précision que vous allez peut-être voir en PSE ou bien en architecture des ordinateurs. Ensuite, vous avez aussi le type logique booléen. Le type booléen, quand on dit qu'une variable est de type booléen, c'est que la variable peut utiliser deux valeurs possibles. Soit vrai ou faux, ou bien 0 ou 1. Voilà. Donc, vrai c'est 1, faux c'est 0. Donc, uniquement ces deux valeurs. La variable peut mémoriser 400 ou bien d'autres valeurs. C'est pas possible. Ensuite, nous avons le type caractère. Le type caractère permet de déclarer des variables qui peuvent mémoriser une seule position de caractère. Donc A, ou bien B, ou bien Z, majuscule, minuscule, ou bien dièse, etc. Attention toutefois, les constantes de caractère, on les met toujours entre 5 côtes. Le caractère, se trouve au niveau du clavier. On l'appelle simple côte. Ensuite, vous avez les chaînes de caractères que nous allons aussi revoir. C'est toute suite de caractères. Ce sont les noms, les phrases, les prénoms, etc. C'est juste quand vous alignez plusieurs caractères. Quand vous alignez plusieurs caractères à la suite, vous n'avez plus un caractère. Vous avez donc une suite de caractères. Et ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Par exemple, quand on écrit ça dans Google, ou bien code postal 2.0, là, il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc, ce sont les mots ou les phrases. Donc, oui. Oui. Non, ici, ce ne sont pas des variables, ce sont des constantes. Ici, il n'y a aucune variable qui est déclarée. Donc, ce sont des types de variables. Simplement, je vous montre des exemples de constantes qui peuvent être utilisées avec ces variables qui seront déclarées de ces types-là. Mais ici, il n'y a pas de variable. Ça, ce sont des constantes. Là, c'est une constante caractère. Et là, une constante chaîne de caractères. Je ne peux pas confondre. Donc, je vous montre juste ici. Donc, par exemple, quand vous avez, on va voir ça, si vous déclarez une variable type chaîne de caractères, vous pouvez stocker cette valeur. Mais en double code. Si vous déclarez une variable type caractère, vous pouvez stocker donc grand A en simple code. Une variable booléenne aussi, vous pouvez mettre égal bien dans le code au niveau de la variable. C'était juste là pour vous présenter les types et des exemples donc, de constantes de ces types-là. Bon, pour les autres, vous connaissez. Là, c'est de 0 jusqu'à 255. Bon, là, de moins 32 à plus 32, etc. En mettant les types pour les types réels. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on déclare les variables? On avait dit qu'une variable est caractérisée par deux choses, son nom et son type. Pour déclarer une variable en algorithmique, on utilise l'expression, toujours le mot-clé variable. Voilà, on n'écrit pas autre chose. Vous écrivez variable, espace, le nom ou les noms de la variable, deux points, le type. C'est toujours la même syntaxe, sans changer. Donc, en dessous de code, on écrit variable avec un sous-centre, peu importe. Ensuite, vous listez les identificateurs séparés par des virgules. Par exemple, le problème de tout à l'heure, on aura x, virgule y, virgule p, virgule s, virgule m, deux points, le type réel. Maintenant, pour distinguer le type, il faut simplement lire la spécification de départ. Ça va permettre de dire est-ce que les valeurs d'entrée ou de sortie sont de type réel, ou bien entier, ou bien booléen, caractère, chaîne de caractère, tableau, et tous les autres types complexes que nous allons voir en séance. Donc, vous avez un exemple ici, où plusieurs variables ont été déclarées. Par exemple, ici, j'ai trois variables, I, J et K, qui sont déclarées, mais de type entier. C'est-à-dire qu'ici, I, J et K désignent des emplacements mémoire qui peuvent mémoriser des entiers. Ensuite, vous avez les variables X et Y qui sont des variables de type réel. Oui. Là, regarde, I, J, K, ce sont leurs noms.
Va. Non, 2019, ça ne peut pas être le nom d'une variable. C'est une constante, c'est un entier. Ou bien tu peux mettre var underscore 2019. Oui, dans ce cas, tu écris variable espace var underscore 2019 ici. Hein? Oui, on met variable. On met variable à chaque fois, un seul de code. Ne le confondez pas. AlgoBox, j'espère que vous n'utilisez pas encore AlgoBox. N'utilisez pas AlgoBox. AlgoBox, il utilise un autre syntaxe. Ça, c'est pour la programmation. Il met quelque chose de type. Voilà. Nous y reviendrons peut-être dans les TP. Mais en sous le code normal, c'est comme ça qu'on déclare des variables. AlgoBox, ça a modifié. C'est raison peut-être de communiquer. Ensuite, vous avez deux variables x et y. Donc là, les noms des variables sont x et y, qui sont de type réel. Ensuite, vous avez OK de type booléen, ch1 et ch2 qui sont de type chaîne de caractères. Donc, pour les types numériques, comme je l'ai spécifié ici, on va se limiter simplement à déclarer des variables de type entier ou réel. Donc, quand une variable de type entier, on met 1. Si la variable contient des valeurs avec des virgules, on met réel. Donc, pour rappel aussi, je l'ai dit tout à l'heure, toute variable que vous utilisez dans un programme, ou bien un algorithme doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Si vous ne déclarez pas une variable au préalable, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, attention à cela. Bon, au départ, c'est une erreur que vous allez normalement commettre, certains. Mais attention, il faut y veiller. À chaque fois, dans la phase de traitement, vous regardez quelles sont les variables que vous utilisez là-bas. Et est-ce que vous les avez déclarées? Si vous ne les avez pas déclarées, il faut revenir les déclarer en utilisant en algorithme le mot-clé variable. Vous les listez deux points leur type. Donc, pour l'affectation, c'est quand on déclare des variables, c'est pour mémoriser des valeurs. Comment est-ce qu'on stocke une valeur dans une variable? Pour cela, il y a deux possibilités. Soit on utilise la flèche inversée, ou bien, donc, deux points égaux. Ce sont les symboles en algorithme qui montrent que l'on veut affecter une valeur à une variable ou bien une expression dans une variable. Donc, l'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. Donc, puisqu'une variable est un emplacement, cela va permettre d'aller mémoriser une valeur au niveau de l'affectation de l'emplacement mémoire. Donc, en ce code, l'affectation se note avec ce symbole-là, qu'on appelle aussi la flèche qui va dans l'autre sens ou bien la flèche inversée. Cela va permettre de dire que j'affecte à ma variable une valeur qui va se trouver donc à droite. Bon, dans certains cours aussi, vous allez retrouver ce symbole, deux points égaux. Mais nous allons utiliser dans ce cours donc la flèche inversée pour l'affectation. Donc, par exemple, quand on écrit var flèche E, là, ça va permettre d'appliquer à la variable var, donc la valeur qui est contenue dans E, ou bien la valeur de E, selon que ce soit une expression ou une autre variable. Et la valeur sera mémorisée tant qu'on ne l'efface pas, ou voilà, effectue une opération d'affectation à nouveau sur la variable. Donc attention, var et E doivent être de type compatible, ça nous y reviendrons peut-être. C'est juste pour dire que bon, quand on déclare une variable var comme étant une variable de type booléen, normalement il ne peut contenir que vrai ou faux. Donc vous n'allez pas pouvoir y stocker Moumou ou ça. C'est pas possible. Donc il y a des types qui sont compatibles. Par exemple, quand vous avez l'ensemble des réels, quand une variable est de type réel, il faut normalement stocker un entier. Parce que les entiers sont aussi des réels. Bon, ou bien sont dans l'ensemble des réels. Mais quand vous déclarez une variable de type entier, vous ne pouvez pas y stocker un réel. Parce qu'un entier ne peut pas contenir les parties fractionnelles. Donc, oui. Oui, il faut le déclarer. Oui, il faut déclarer la variable. Vous ne pouvez pas utiliser une variable sans l'avoir déclarée. Donc, quand vous utilisez une variable dans la partie traitement, jetez un coup d'œil dans la déclaration des variables. Là, vous allez écrire des variables et voir est-ce que la variable est listée là-bas. Si la variable n'est pas listée là-bas, c'est qu'il y a un problème. Donc, attention aussi, l'affectation ne modifie que ce qui est à gauche de la flèche. Ici, var, mais ne modifie pas ce qui est à droite, naturellement. Quand j'écris x égale à 1,
c'est x qui est modifié, pas le 1. Donc ici, attention à cela. Voici des exemples. Par exemple, pour les variables qui ont été déclarées tout à l'heure, si pour vous remémorer, on avait ici I, J et K qui sont de type entier. X et Y de type réel, OK de type booléen, CH1 et CH2 de type chaîne de caractères. Cela veut dire ici que je peux mémoriser toute valeur entière dans I, J ou K. Que je peux mémoriser toute valeur réelle ou bien peut-être entière dans X, Y. Que dans OK, je ne peux mémoriser que les valeurs vraies ou fausses ou 0. Que dans CH1, CH2, je peux stocker des chaînes de caractères entre double côte. Donc, c'est ce qui fait que par exemple ici, peut-être je vais mettre le zoom. Vous avez ici des exemples valides que nous allons décortiquer ensemble. Donc ici, vous voyez, quand on écrit I égale à 1, c'est bon. Là, ça va, passe par derrière. Passe par là-bas. Donc, là, cela va consister à mémoriser dans la variable la valeur 1. Donc, à partir de cette instruction, I sera égal à 1. Ensuite, quand on écrit que J égale à I, donc là, ça va permettre d'affecter à J la valeur qui est contenue dans I. Donc, J sera égal à combien? 1. Voilà. Ensuite, vous avez cette instruction-là qui demande de mémoriser dans le K la valeur de I plus la valeur de J. Donc, en K, on aura donc combien? 2. Voilà, la valeur qui est contenue dans J, c'est 1. La valeur qui est contenue dans J, c'est la même valeur que la valeur qui était contenue dans J. Donc, on aura compris ça qui donne 2. On peut mettre dans X 10.3 parce que X était de type réel, si vous vous souvenez tout à l'heure. OK était de type booléen, une variable, donc on peut y mettre faux. Ensuite, dans CH1 de type chaîne de caractères, on peut y mettre élément. Vous voyez, pour sa question tout à l'heure, c'est une constante chaîne de caractères. Donc, les constantes chaînes de caractères, on les met tous entre double cote ou en double cote permanent. Si vous ne mettez pas les doubles cotes, comme ici, le compilateur, même dans l'équipe de l'algorithme, il va penser si on les élimine. Là, c'est comme si éliminer était une variable. Et il n'y a pas de variable élimine. On ne l'avait pas déclaré là. Donc, s'il s'agit d'une constante chaîne de caractères, on vient la constante en double cote permanent. Si vous ne mettez pas les doubles cotes, ce serait comme si la chaîne là était une variable. Ensuite, on peut mettre dans CH2, CH1. Là, ça va permettre de copier dans CH2 le contenu de la variable CH2 et dans CH1. Donc, CH2 sera égal à éliminer aussi. On va mémoriser éliminer. Ensuite, dans X, on peut mettre 4, même si X est de type réel, parce que les réels peuvent aussi mémoriser des entiers. Dans X, on peut mettre J, et dans ce cas, donc, dans X, vous aurez la valeur qu'il y avait dans J. Et regardez ici, chose intéressante. Qu'est-ce qu'on obtient ici? X est égal à 4. Ensuite, on y mémorise J. Quelle sera la valeur de X? Pour les sérieux là. Combien? 5. Pourquoi 5? Ce ne sont pas des sauts d'eau. En programmation, quand vous mémorisez une valeur dans une variable et que vous stockez une autre valeur, la valeur elle est écrasée. On ne fait pas, il n'y a pas de son. C'est pas comme un seau où je mets de l'eau et ça, je rajoute un autre livre et j'ai. Voilà. Non. Quand vous mémorisez une valeur et que vous venez de mémoriser une autre valeur, la dernière valeur va écraser la première valeur. Regardez, quand vous faites un copier-coller deux fichiers qui portent le même nom que l'autre fichier, est-ce que vous fusionnez les deux fichiers? Voilà. Quand vous dépassez dans les. Peut-être il y a des opérations pareilles, mais une variable, si une variable contient une valeur dans une certaine étape, vous allez dans une autre étape, vous lui demandez de mémoriser une autre valeur, la première valeur disparaît. Il va l'écraser et mettre la nouvelle valeur. Donc ici, X va ici, à partir de cette étape, mémoriser la valeur de J. Plus 4, mais 1. Voilà. Donc attention à cela que nous allons revoir ici. Attention toutefois, oui. Hein? Ouais, bon, si on le lit dans ce sens, bon, on va dire ici, c'est bon. On a les dessus. Voilà. Donc là, X était égal à 4. Ensuite, on lui a demandé de mémoriser la valeur contenue dans J. Donc, à partir de cette étape, X va mémoriser 1 et plus 4. Donc, ce ne sont pas des superpositions ou des sommes, etc. Attention à ça.
la dernière valeur que l'on mémorise fait disparaître la première valeur mémorisée. C'est comme si j'avais un fichier qui se nommait LMI.txt. Si je crée un autre fichier qui se nomme LMI.txt que je mets dans le même dossier, il va écraser le fichier qu'il a trouvé là-bas. Voilà, vous n'aurez plus ce contenu-là, mais le contenu du fichier qui porte le même nom que vous avez copié là-bas. Donc attention, ces affectations-là ne sont pas valides. Par exemple ici, I était de type entier. Vous ne pouvez, oui, on avait mis X comme l'inverse. Oui, si vous voulez. Dans ce cas, si vous inversez, par exemple, qu'on ait X égale à J ici, X égale à 4 ici. Dans ce cas, à partir de cette étape, X sera égal à 1. Et quand vous allez mettre X égale à 4, X sera finalement égal à 4. En fait, là, c'est juste pour vous dire que quand une valeur mémorise une valeur et que vous demandez d'écraser cette valeur, c'est la dernière valeur qui sera mémorisée. Vous ne pouvez pas mémoriser les deux là. Ou bien faire la somme, etc. Maintenant, pour les étapes, ça dépend de l'algorithme. I était de type entier. Dans une variable de type entier, vous ne pouvez mémoriser que des entiers. C'est pourquoi ici, vous ne pouvez pas mémoriser dans I 10.3. Ce n'est pas possible. Donc, attention à la compatibilité entre les types et les valeurs. Là aussi, OK était de type booléen. Un booléen ne peut mémoriser que vrai ou faux. Donc, vous ne pouvez pas y mettre une chaîne de calcul. Ça ne marche pas. Dans J aussi, vous ne pouvez pas stocker X. Parce que X est de type réel et J est de type entier. Un entier ne peut pas mémoriser un réel. Pas possible. Donc, attention à la compatibilité des types quand vous écrivez donc vos algorithmes. Bon, juste quelques remarques ici. Donc, à ne pas confondre ici le symbole égal et la flèche inversée. Pour l'affectation, nous utilisons la flèche inversée. L'égalité ici a une autre signification en algorithme. L'égalité en algorithme on l'utilise pour comparer deux variables, le contenu de deux variables. Quand on écrit A égale à B, cela a une autre signification que A reçoit B. Donc attention, A égale à B et A plus B. Ça, c'est deux significations différentes. Quand on écrit A flèche B, cela veut dire qu'on mémorise dans A le contenu de la variable. Attention, quand vous lui donnez l'instruction A égale à B, ça c'est juste une comparaison entre le contenu de A et le contenu de B. Si A contient la même valeur que B, donc cette expression va retourner vrai. Si A ne contient pas la même valeur que B, il va retourner faux. Ça c'est une comparaison. Et ça c'est une affectation. Donc attention à cela. Donc comparaison. Et là, on a une affectation. Donc, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, attention à cette confusion-là. Et de manière générale, jusqu'aux structures conditionnelles, nous n'allons jamais utiliser l'égal. Vous ne le verrez, vous ne verrez pas le symbole égal dans les algorithmes que nous allons écrire. Voilà. Il faut attendre le chapitre sur les structures conditionnelles pour voir le symbole égal. Donc, attention à cette confusion. Pour les affectations, on utilise la flèche inversée, simplement. Attention aussi, l'affectation n'est pas commutative. X égale à Y, c'est pas la même chose que Y égale à X. Voilà. Donc, c'est pas, quand on écrit X égale à Y, c'est X qui reçoit la valeur de Y, c'est pas Y qui reçoit la valeur de X. Donc, vous ne pouvez pas inverser. A égale à A reçoit la valeur de B, c'est pas la même chose que B reçoit la valeur de A. Donc, attention à cela. Attention aussi, dans l'écriture des programmes et des algorithmes, il vous arrivera de voir cette expression-là, où l'on va vous dire que A reçoit A plus 1. Bon, puisque nous sommes chez les mathématiciens, il ne s'agit pas d'une équation mathématique. Hein? En programmation, quand on écrit que A reçoit A plus 1, cela signifie simplement que A va recevoir maintenant comme valeur la dernière valeur connue de A plus 1.
c'est pas une équation mathématique qui va construire à dire que 0 égale à 1 final. On ne joue pas d'équation. Donc, par exemple, ici, supposons que j'ai une variable. A, par exemple, je type entier. Bon, bon, des fois aussi, au lieu de dire algorithme, on dit algo. On vient les étudiants, l'habitude de dire le algo. Bon, calcul. Voilà, début. Enfin, respecter donc les différentes parties de l'algo. Par exemple, ici, j'affecte A à 10. Voilà, si j'écris à un moment donné que A égale à A plus 1, ou bien A plus 45, ou n'importe quoi. Attention à cette écriture-là. Cela signifie simplement que l'on donne l'ordre ou l'instruction à la machine ou au niveau de notre algorithme à partir de cette ligne-là d'affecter comme valeur de A la dernière valeur que A a mémorisée plus 45. Donc sur cette ligne A égale à 10. Mais à partir de cette ligne, A maintenant sera égal à la dernière valeur de A, 10 plus 45. Donc A va mémoriser 55. Donc ce n'est pas une équation mathématique ici. Donc attention là aussi, une confusion de débutant en algorithme. Donc A égale à A plus 1 a bien un sens en langage de programmation. Cela signifie simplement que l'on affecte comme nouvelle valeur à mémoriser au niveau de la variable la dernière valeur pour du plus ou bien moins selon l'opération que vous lui demandez, l'opération que vous utilisez, voilà la valeur. Attention aussi, bon, puisqu'on a dit que bon, vous ne pouvez pas affecter à une expression une valeur. Ça même, bon, ce ne sont pas des équations. Vous ne pouvez pas écrire A plus 1 ou bien A plus 25 égale quelque chose. Une expression ne peut pas recevoir de valeur. Donc attention, vous ne pouvez pas, par exemple, écrire A plus 25 égale à 4, bon, flèche plutôt, etc. Ou bien A fois Y reçoit, bon, etc. Ça, c'est pas possible. On n'affecte pas à des expressions des valeurs. Ce sont les expressions qui retrouvent des valeurs qui sont mémorisées dans les variables. Une expression n'est pas un emplacement. Donc, ne peut pas mémoriser une valeur. Donc, attention à cela. Vous ne pouvez pas affecter à des expressions des valeurs. Ça, ce sont des confusions. Bon, des fois, au début, c'est normal, oui. Les points-virgules, on les met toujours. C'est pour spécifier la fin de l'instruction. À la fin de chaque ligne d'instruction, on met toujours donc un point-virgule. C'est pour délimiter, pour dire que voici l'ordre que je donne à l'ordinateur. Par exemple, si je lui donne l'ordre d'affecter à A la valeur 10. Là aussi, je lui donne l'ordre de déclarer une variable A de tout entier. Bon, attention toutefois, on ne met pas de point-virgule après le nom de l'algorithme, après le début, après fin. Mais du reste, presque pour l'ensemble des autres lignes, on met toujours un point-virgule à la fin. Les points-virgules expriment la fin d'une instruction. On avait dit dans les propriétés d'un algorithme, il faut qu'il y ait un mécanisme pour pouvoir dire quelle est donc l'étape à partir de laquelle faire l'instruction. Maintenant, bon, ce n'est pas une obligation, mais ici, dans le cours, c'est une obligation. Mettez des points-virgules à la fin de chaque instruction. C'est parce que dans les langages de programmation, vous ne pouvez pas écrire d'instructions sans mettre des points-virgules, à part des langages qui sont assez légers comme le JavaScript ou autre. Bon, AlgoBox ne vous exige pas les points-virgules, je pense. Mais c'est une habitude qu'il faut prendre. Toujours mettre des points-virgules à la fin des instructions. Si vous ne le faites pas, en programmation, ça va vous poser beaucoup de problèmes. Vous n'aurez pas l'habitude de le faire. C'est pourquoi dans le cours, je mets toujours des points-virgules après, donc, à la fin de chaque instruction. Oui. Hein? Oui. On verra dans le langage de programmation. Ici, on parle algo. Dans le langage de programmation, on utilise l'égal, égal, simple. Mais pas de confusion. Et pour la comparaison, double égalité. Ça, nous verrons dans le cours de langage C d'ici 2 semaines peut-être. On avance d'abord sur le cours d'algo et ensuite on va commencer le cours de programmation.
Maintenant, il existe aussi des constantes. Bon, peut-être pas que des variables. Bon, la particularité des variables, c'est que qu'une variable peut changer de valeur au cours de la programmation ou de l'algo. Mais quand vous avez une constante, la propriété, c'est que une constante est une constante. Une fois que vous lui avez affecté une valeur, vous ne pouvez pas changer la valeur de la constante. Donc, des fois, dans le traitement, on a des constantes comme I, comme G et des autres constantes que vous connaissez. Ou bien le taux de TVA, etc. Ou bien, voilà. Donc, pour les déclarer une constante, on utilise le mot-clé constante. Et il suffit d'écrire constante, le nom de la constante. Ensuite, vous voulez affecter une valeur. Mais attention, une fois que vous avez déclaré affecter une valeur à une constante, vous n'avez plus le droit de modifier la valeur de la constante dans le programme. C'est une constante ne change pas. C'est porté même par son nom. Par exemple, ici, on a la constante pi qui reçoit la valeur 3.14. Voilà. Enfin, donc un exercice simple. On vous demande de donner les valeurs des variables A, B, C après exécution des instructions suivantes. Donc, quelles seront les valeurs de A, B et C donc, après exécution des instructions. Donc, ici, vous avez l'algorithme qui se nomme affectation. Ensuite, variable qui permet de déclarer trois variables A, B, C de type entier. Ensuite, vous avez début et fin. Donc, pour le corps de l'algorithme, donc ici, donc vous avez une instruction d'affectation A, B, on affecte A, B, A, B, A, B, A plus 5, A, C, A plus B, A, C, B, etc. Quelles sont les valeurs de A, B et C après exécution de chaque instruction? Bon, essayez de réfléchir pour 5 minutes, comme ça on. Là, il faut. J'ai déjà envoyé le TD au responsable. Normalement, qui devrait vous le partager. Bon, le support de cours aussi, j'ai rajouté quelques éléments. Je vais lui envoyer la nouvelle version. Il pourra partager avec vous. Et peut-être la vidéo aussi, vous pourrez la retrouver sur YouTube après. Ça va vous permettre de revenir sur le cours éventuellement. N'hésitez pas à regarder, il y a d'autres supports de cours. Mais moyennant le respect des règles que j'ai édictées ici dans le cours. Des fois, bon, il y a différentes déclinaisons pratiques dans l'écriture du pseudocode. Mais là, on respecte ces règles-là qui vont vous faciliter l'apprentissage de la programmation. Donc, pour AlgoBox, nous verrons à partir du chapitre prochain. Normalement aussi, nous avons un cours de langage C à faire, mais on va attendre que vous ayez un peu compris ces concepts de déclaration de variables. On verra comment dire ça. Pour le devoir, nous verrons peut-être d'ici 3 semaines après. On verra au retour des vacances de Pâques. Bon, s'il y a des vacances de Pâques. Il faut rester concentré. Ce n'est pas un cours qui est difficile. On vous demande simplement de conceptualiser des choses que vous connaissez déjà. Moyennant le respect des règles, ce n'est pas le cours le plus compliqué. Faites des choses beaucoup plus compliquées en analyse, algèbre et autres. Donc derrière aussi, bon, c'est de l'algèbre. En réalité, c'est l'algèbre qui a donné aussi naissance à tout ceci.
Même en algèbre, je pense que devrait revenir sur ces ensembles-là. Bon, si bien sûr vous le faites. Ou bien en logique. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah, oui. Ah, d'accord, merci. Oui, avec le voilà, je pense que le cas voilà. Maintenant, dans cette question-là, qui revient très souvent dans les familles, c'est
Alors, donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, à partir de cette ligne, A sera égal à combien? A égale à 10. Ensuite, on aura B égale à 17. Ensuite, A reçoit quelle valeur? On ne va pas comprendre. Donc, A va recevoir quelle valeur? La valeur de A, de B. Donc, 17. Hein? Bon. Surtout, n'écrivez pas ça dans le. Ça, là, c'est pour simuler. C'est parce que c'est l'exercice qui le demande. Donc, dans les algorithmes, on raisonne avec les variables, mais pas avec des valeurs. Voilà. Je vais même mettre des phrases. Comme ça. Mes parents, c'est. On passe. Pas position. Donc, A, mémorise. Ensuite, la valeur 13. Ensuite, B, mémorise la valeur 17. Ensuite, on a A qui mémorise la valeur continue dans B. De B, voilà, 17. Ensuite, on a B qui mémorise la valeur de A plus 5. Donc combien? 22. Hein? Ensuite, vous avez C qui mémorise A plus B. Donc, la dernière valeur de A, c'était combien? 17 plus 5 plus 22. 42. Hein? 32. Et enfin, vous avez C maintenant, finalement, qui mémorise la valeur de B moins A. La dernière valeur de B, c'était combien? 22 moins 17. Voilà 5. Donc, en entrée ici, vous avez A, B et C. Voilà, A et B, ils sont finis. Et en sortie ici, vous aurez A qui sera égal à combien? 17. Hein? B qui sera égal à 22. Et C qui sera égal à 5. Voilà. Donc, attention, comme je le disais tout à l'heure, si vous effectuez une nouvelle affectation dans les différentes étapes de l'algorithme, c'est la dernière affectation, la valeur là qui sera conservée dans la variable. Voilà. Donc, on ne les superpose pas ou on les sent pas là.
la valeur que la dernière instruction trouve au niveau de la variable va être écrasée. Voilà, et la première disparaît. Donc attention, voilà juste une simulation simple. Ensuite, un autre algorithme où l'on vous demande de donner les valeurs des variables A et B, donc après exécution des instructions suivantes. Donc ici, on a un algorithme qui se nomme affectation. Ici, il va deux variables A et B. Là, on affecte à A10, AB, ensuite à AB et à B. On vous demande ici quelles sont les valeurs de A et B après exécution. Donc, à partir de la troisième instruction dans le corps, A sera égal à combien? 25. Ensuite, quand vous mettez dans BA, B sera égal à combien? 25. Donc, normalement, ici, à la sortie, A sera égal à 25, B égal à 25. Donc, on vous demande ici, est-ce que les deux dernières instructions ont permis voilà, de permuter les valeurs de A dans B et de B dans A? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu finalement dans B 18 et dans A 25? Non. Voilà, on vous demande. Donc, les deux instructions n'ont pas permis de permuter les valeurs de A et B. Et maintenant, on vous demande d'écrire un algorithme qui permet d'échanger les valeurs de deux variables A et B. C'est-à-dire que vous avez A égale à... Bon, vous mettez les valeurs arbitraires. B égale à 25. Voilà. Comment écrire un algorithme qui va permettre de mettre dans B 25 et dans A? Voilà. De mettre dans B la valeur de A et dans A la valeur de B. Permutation. Et A, B. Comment permuter pour mettre le contenu de A dans B et de B dans A? Oui. 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 Non, ne faites pas, surtout pas de calcul. Une solution universelle. Les serrures là. Si j'ai un seau de lait, un seau de café, voilà, je veux mettre le café là où il y avait le lait et là, le café là où il y avait, voilà, et le lait là où il y avait le café. Sans pour autant faire du café au lait, qu'est-ce que je fais? Hein? Oui? Oui, il faut une troisième sauce simplement. Il nous faut simplement une troisième variable. Et la troisième variable va servir à limiter temporairement le contenu du des variables avant qu'on déclare sa valeur avec le contenu. Voilà. Pour faire l'inversion. Là, il vous faut une troisième variable. Comme ça, la troisième variable, par exemple, si on déclare la valeur de A pour Y. Donc, pour ne pas perdre la valeur de A, il faut mémoriser la valeur de A quelque part. Oui. 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 Oui, voilà, on mémorise dans C. Oui. Bon, A n'est pas vide. A reste, garde sa valeur. Mais sa valeur est déjà mémorisée dans C. Voilà. Dans A. Comme ça, voilà, on a inversé, puis fait une petite partie du travail. On a déjà mis dans A la valeur dans A. Maintenant, reste à mettre dans B la valeur qu'il y avait dans A. Oui. Oui, on y met le C. Voilà, qu'on le met dans B. Et là, l'inversion est terminée. Donc, comme ceci. Donc, si j'ai A, ensuite B, je veux inverser le. Voilà, je me faut un C. Donc, dans un premier temps, je vais mettre dans C ce qu'il y avait dans A. Voilà. Comme ça, avant d'écraser la valeur de A, je l'ai déjà dans C. Ensuite, je vais mettre ce qu'il y avait dans B, je vais le mettre dans A. Voilà. Comme ça, j'ai commencé l'inversion. J'ai déjà mis dans A, dans A ce qu'il y avait dans B. Il me reste à mettre maintenant dans B ce qu'il y avait dans A. Je mets le contenu de C dans B. Et là, j'ai permuté le contenu des deux. Maintenant, il faut l'organiser sous forme d'algorithme.
Et là, il faut modifier cet algorithme. Je ne sais pas, quelqu'un vient écrire rapidement. Ça va être presque l'heure. Ah, heureusement, il ne nous reste que. Allez-y. Comme ça, les questions de cours, je vais vous laisser les préparer à la maison. Là, écrire l'algorithme. Oui, c'est le même, mais on le modifie. Efface le. Bon, c'est la même chose que ce qu'il y a là-bas. On reste une variable C. Algorithme. Donc, un algorithme commence toujours par algorithme. Donc, algorithme. C'est la même chose, tu écris algorithme en gros caractères, ceux qui sont derrière. Augmente la taille de l'équipe. Ceux qui sont au fond, algorithme. Est-ce qu'ils peuvent voir le peuple? Le peuple. Yes. Affectation, bien non. Laisse affectation, on a pris beaucoup de temps. Non. Ok. Voilà, ensuite il faut déclarer les. Non, non, c'est pas. Ensuite, à la limite, il faut déclarer les variables. Donc, variable toujours. Donc, on a A, virgule B, et puis à rajouter une troisième variable C, donc virgule C. Deux points de type entier. Point virgule. Ensuite, corps de l'algorithme début. Début. Ouais, il faut toujours mettre début là. Le corps de l'algorithme est toujours délimité par les mots-clés début et à la fin. Donc, là, ce sont des valeurs arbitraires. Donc, vous pouvez aussi mettre d'autres valeurs jusqu'à ce qu'on puisse connaître les instructions qui vont permettre de demander à l'utilisateur de fournir ses propres valeurs. Mais pour le moment, on met des valeurs arbitraires. Donc, A est dans la liste. B25, par exemple. Donc, dans l'analyse, il a dit qu'on mémorise d'abord dans C la valeur d'A. Vous voyez, on met dans CA. On ne met pas dans C, on n'écrit pas C reçoit 18. De ce fait, même si les valeurs de A et B changent, l'algorithme sera toujours correct. Ensuite, donc, ensuite, il va maintenant écraser ce qu'il y a dans A pour y mettre la valeur contenue dans B. Ensuite, oui, dans B, c'est voilà, point. Et c'est tout. Donc là, on a mémorisé dans C temporairement la valeur A. Ensuite, on a mis dans B le contenu, dans A le contenu de B, et dans C, dans B le contenu de C qui était le contenu de A. Donc, c'est bon, merci.
Donc, au préalable, il faut analyser le problème pour voir de quelle variable et valeur d'entrée j'aurai besoin et de sortie. Ensuite, quelles sont les différentes étapes, les traitements que je devrais effectuer pour atteindre l'objectif de l'algorithme. Voilà, bon, on termine. Vous allez recopier après. Donc, pour les expressions aussi, une expression, c'est la combinaison de plusieurs variables en utilisant des opérateurs. Par exemple, quand on écrit bon, c'est juste une écriture qui retourne une valeur. A fois 2, A plus 3 fois B moins C, tout ça sont des expressions. Et tous les opérateurs qui permettent d'écrire les expressions, vous en avez plusieurs, plus, moins, multiplier. Et cet opérateur modulo, que peut-être vous ne connaissez pas, l'opérateur modulo permet de retourner le reste de la division de deux entiers. Par exemple, quand on écrit 20 modulo 3, il va retourner le reste de la division de 20 par 3. Donc c'est combien? 20 modulo 3, le reste de la division entière de 20 par 3. C'est 2. 3 fois 6, c'est 2. Donc vous avez aussi les opérateurs et les opérateurs relationnels que nous allons revoir après, comme inférieur, égal, supérieur, égal, inférieur, égal et différent. Et une expression évaluée de la gauche vers la droite, ça aussi vous connaissez. Donc pour la priorité aussi, elle est observée dans l'écriture des opérateurs. Donc quand on élève l'élévation à la distance et priorité sur la multiplication de la distance, donc sont prioritaires sur le modulo de la soustraction. Donc même règle que vous connaissez. 2 plus 3 fois 7 est égal à 23. Et 3 par exemple est égal à 35. Quand il y a des doutes, mettez des parenthèses. Parce ici, ce n'est pas la peine d'insister. Vous connaissez déjà. Donc attention à ces priorités. Quand on demande d'effectuer un reste 5 plus 9 sur 4, attention ici. S'il reste de type entier ici, la valeur qui sera mémorisée dans reste, c'est 5 plus la division entière de 9 par 4. Donc ici 7. Attention à ces choix de division entière et division réelle. Quand vous divisez deux entiers, il vous retourne un entier. Pas les virgules. Si vous lui demandez de diviser des constantes qui sont des réels, il va vous retourner la partie fractionnelle. Voilà. Donc, après, vous pouvez revoir cela. Je vais lui envoyer 5 plus 9 sur 4. Là, par exemple, on va retourner 3. Bon, quand on écrit 5 plus 9 points divisé par 4, puisque 9 ici est un entier, un réel, bon, la valeur retournée sera 3,5. Vous pouvez regarder tout ceci. Peut-être on y revient la prochaine fois. Donc, il y a des questions de cours que je vais envoyer, que j'espère que vous y travaillerez. Et ensuite, le TD. Il faut essayer de préparer les exercices que vous allez faire à partir de la semaine prochaine, je pense, Inch'Allah. Ok, donc à mardi, Inch'Allah.